Alors que le mercato fermera ses portes jeudi à minuit et que l'OM a déjà fait signer 4 joueurs lors de cette fenêtre de transfert, l'actualité olympienne reste rythmée par la question des départs qui pourraient intervenir dans les dernières heures, avec notamment Vitinha qui devrait signer au Genoa dans les prochaines heures et par une potentielle arrivée au poste de milieu offensif selon les opportunités. Dans cet épisode, on va revenir sur les différentes infos qui concernent les départs, en s'intéressant aussi aux arrivées potentielles, avec un point sur Benrahma, Reina et 2 nouvelles pistes qui ont été évoquées. De votre côté, que pensez-vous du départ de Vitinha au Genoa? Est-ce que ça vous paraît logique par rapport à ses prestations? Est-ce que vous auriez aimé le voir plus longtemps pour qu'il montre ses qualités? Ou alors aviez-vous totalement perdu patience? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un point sur les premiers mots de Quentin Merlin à Marseille. Il était en conférence de presse ce lundi après-midi, l'occasion pour lui d'expliquer pourquoi il a choisi de venir à Marseille. Pour lui, c'était la suite logique de sa jeune carrière en rejoignant un club qui joue le haut de tableau, un club de caractère qui correspond à ses valeurs. Il a aussi dit qu'il voulait sortir de sa zone de confort, mais qu'il devra quand même s'adapter à cette nouvelle vie, puisque sa famille est restée à Nantes. Sur ses qualités, il a mis en avant sa vision de jeu, sa qualité de passe, le calme dont il est capable de faire preuve et son côté très combatif. Pour les axes de progression, il a cité l'aspect défensif en précisant qu'il travaillait quotidiennement là-dessus en visionnant beaucoup de vidéos. Il a aussi expliqué qu'il avait beaucoup discuté avec Léo Jousselin, qu'il a côtoyé à Nantes pendant sa formation, qu'il connaissait Rongier et Verretou et que ça l'a aidé à être bien accueilli dans le groupe. Il a aussi expliqué qu'il a voulu s'éloigner du groupe à Nantes une fois que les contacts avec l'OM se sont intensifiés pour ne pas les déconcentrer, puisque de son côté la décision était prise, il voulait absolument rejoindre l'OM. Il explique aussi avoir eu peur que le transfert ne se boucle jamais, mais il a demandé à son agent et à son père de pousser pour que ça se fasse. On passe aux infos mercato en commençant par un point sur l'avenir de Léo Balerdi. Cet hiver, on a notamment parlé d'un intérêt de la Juventus et plus récemment de l'Atlético Madrid. Si on parle de la possibilité d'un départ, c'est parce qu'il fait partie des joueurs bankable de l'effectif et que son profil est très suivi, mais si on en croit les infos de Saber Defarge de Téléfoot, la direction marseillaise ne compte pas le laisser partir cet hiver en dehors d'une offre impossible à refuser. En tout cas, son profil attire les convoitises et on n'est jamais vraiment à l'abri d'une grosse offre qui arrive dans les ultimes heures. Balerdi avait lui fait le point dans un entretien avec beIN Sport le week-end dernier, en affirmant qu'il se sentait très bien à Marseille, qu'il avait été bien accompagné au sein du club et que ça lui avait permis de progresser et de prendre confiance en son jeu. Il est quand même resté évasif par rapport à son avenir au club en expliquant qu'il ne savait pas vraiment de quoi son avenir serait fait, peut-être qu'il partira prochainement ou peut-être qu'il s'inscrira sur la durée. C'est une information importante parce qu'on sait que Longoria planifie souvent les départs des joueurs à 2 ans de la fin de leur contrat. C'était le cas avec Guendouzi et Hunder l'été dernier. Balerdi sera dans la même situation qu'eux cet été avec 2 ans de contrat restant, et ça pourrait être le bon moment pour espérer en tirer une belle somme. Pour autant, Balerdi réalise vraiment une très belle saison, on a vu une vraie progression de sa part, il apporte plus de certitude défensivement notamment, et sa qualité de relance est vraiment très précieuse. Ça a des conséquences positives par rapport à sa cote sur le marché, et selon les clubs qui se présenteront, ce sera compliqué de le retenir, mais dans ce cas de figure, il faudra réussir à faire une vente intéressante, c'est là tout le challenge qui attend le tandem Benassia-Longoria. Sur Luis Enrique maintenant, Saber Defarge affirmait dimanche qu'un accord était proche d'être trouvé entre l'OM et Mineiro pour son transfert. Il évoquait un montant de 6 millions d'euros avec un pourcentage à la revente. L'information importante à préciser, c'est que le marché brésilien ferme le 7 mars et que ça permettra éventuellement à l'OM de boucler son départ au moment où les joueurs reviendront de la CAN. D'ici là, ça nous permettra de continuer à compter sur lui. Cela dit, Luis Enrique m'a fait une très bonne impression face à Monaco. Il a montré qu'il pouvait rendre de très bons services et personnellement, avant de le voir rejouer, j'étais pas franchement emballé par l'idée. Ça peut remettre en question son départ parce qu'il saisit bien sa chance, il apporte offensivement et c'est ce qu'on attend de sa part. Pendant tout le mercato d'hiver, la direction semblait décidée à le faire partir, certainement avec la volonté de libérer une place dans l'effectif pour faire signer un joueur offensif, et bien sûr de récupérer quelques millions d'euros dès maintenant, puisque s'il reste jusqu'à la fin de saison, il faudra être moins gourmand cet été, quand il aura plus qu'1 an de contrat. Longoria expliquait en conférence de presse que la direction croyait en lui, il est très impliqué et montre une très bonne attitude, pour autant ils vont discuter avec lui pour faire le point sur ses intentions. Le retour au Brésil s'expliquerait par des raisons familiales. D'après GP013 sur Twitter, sa femme serait enceinte et forcément ça pèse dans la balance parce qu'il n'y a pas que l'aspect sportif à prendre en compte évidemment. À voir quel sera le choix de Luis Enrique, mais la direction n'est pas contre la possibilité de le voir rester. Ismail Assar est lui aussi cité comme un candidat crédible au départ. Longoria avait confirmé en conférence de presse que la direction avait confiance en lui, mais en sous-entendant clairement que la porte était ouverte, qu'il y avait des discussions informelles avec certains clubs et en soulignant bien que la situation n'était plus la même qu'à son arrivée, puisque Gattuso utilise le 3-5-2 et clairement c'est un schéma dans lequel il n'a pas vraiment sa place. Foot Mercato fait le point sur son potentiel départ en confirmant que Villarreal était toujours dans le coup pour le faire signer d'ici jeudi soir. Il parle aussi d'un autre prétendant avec Nottingham Forest qui ferait le forcing pour l'attirer. Le club anglais aurait discuté avec l'entourage de Sarr, mais les discussions n'auraient pas encore débuté entre les deux clubs. C'est une perspective qui pourrait tenter Ismail Assar qui a passé
4 ans en Angleterre avec Watford, qui pourrait retrouver la Première Ligue où il n'a joué que 2 saisons jusqu'à présent. À voir maintenant si les discussions vont s'accélérer dans les prochaines heures, mais les portes semblent bien ouvertes. Le Daily Mail a aussi sorti une information sur Iliman Ndiaye ce lundi. A priori, Crystal Palace serait très intéressé à l'idée de le faire signer d'ici la fin du mercato, à tel point qu'une offre pourrait rapidement arriver sur le bureau des dirigeants. On savait qu'il était très convoité en Angleterre, il y a eu beaucoup d'infos qui allaient dans ce sens-là. Ça n'empêche que je comprendrais pas son départ seulement 6 mois après son arrivée, d'autant plus qu'on va jouer en 3-5-2 et qu'il a le profil idéal pour accompagner Aubameyang dans le duo d'attaquants. Dans ce système, on verra toutes ses qualités et clairement, je trouverais ça incompréhensible de le laisser partir maintenant. C'est un vrai talent qui a besoin de confiance pour définitivement lancer son aventure marseillaise. Il a montré de belles choses avec le Sénégal, ça va lui redonner un peu de confiance avant de revenir à Marseille, et personnellement, je suis confiant sur sa capacité à s'imposer ici. Dans le dossier Gueye maintenant, Foot Mercato expliquait ce matin que la direction envisageait de l'écarter du groupe s'il ne trouvait pas un club d'ici la fermeture du marché. En interne, la direction soupçonne qu'il ait déjà un accord avec un club pour un transfert en fin de saison, étant donné qu'il ne compte apparemment pas partir cet hiver. Longoria s'est exprimé sur la question en répétant que Gueye avait reçu 2 offres de prolongation et qu'il n'a pas répondu à ces 2 dernières. Il considère ça comme un manque de respect vis-à-vis de l'institution et il espère que Gueye acceptera une porte de sortie cet hiver pour respecter le club en mettant en avant le soutien dont il a bénéficié pendant sa suspension. Longoria rappelle que l'OM a payé les frais d'avocat, que le joueur est resté important lors des entraînements et qu'ils ont aussi versé une indemnité à Watford. Il a aussi confirmé qu'il pourrait être écarté du groupe s'il attendait de partir libre en considérant que l'équipe a besoin de joueurs totalement impliqués et qui n'ont pas la tête ailleurs, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas de Pape Gueye. Autre information intéressante, Pablo Longoria a confirmé que Faris Moumbagna arrivait ce lundi par avion. Il devrait donc être disponible pour le match de dimanche face à Lyon et c'est une très bonne nouvelle d'avoir un attaquant supplémentaire. A priori, François-Régis Muguet devrait bientôt être sélectionnable puisque le Cameroun a été éliminé. La règle de la FIFA parle d'une indisponibilité en club jusqu'à la date de fin de la sélection, plus 5 jours supplémentaires. Il devrait donc rapidement être sélectionnable et ça pourrait lui permettre de partir en prêt sur la fin de ce mercato comme on l'a évoqué dans le dernier épisode. Alors justement à ce niveau-là, Saint-Etienne fait partie des prétendants pour un prêt de Muguet jusqu'à la fin de saison, mais ils ne sont pas les seuls sur le coup. Foot Normand expliquait que François-Régis Muguet serait tout en haut de la shortlist du Stade Malherbe de Caen pour être prêté sur les 6 prochains mois. Un choix qui plaît globalement en interne, même si Olivier Piqueux s'interroge sur le message envoyé aux jeunes comme Mohamed Hafid s'ils font venir un joueur de leur âge pour se renforcer. Pour autant, l'intérêt semble bien réel, et si son départ en prêt se confirme, c'est une super nouvelle parce qu'il a vraiment besoin de jouer pour continuer à progresser. Côté arrivée, Sports News Africa parle d'un intérêt de l'OM pour Anas Zaroury. L'ailier marocain de Burnley serait malgré tout plus proche de s'engager avec le LOSC puisqu'ils auraient de l'avance dans les discussions. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un intérêt pour lui. The Sun l'avait évoqué au mois d'avril. Zaroury cherche maintenant une porte de sortie puisqu'il n'a joué que 8 matchs au total et seulement 3 fois comme titulaire avec Burnley depuis le début de saison. À voir si ça ira plus loin que le stade de l'intérêt, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, notamment en termes de dribble, de frappe aussi, et qui peut jouer comme ailier gauche ou dans un rôle plus axial au besoin. Petit point rapide sur le dossier Benrahma, Pete O'Rourke explique qu'Everton compte s'activer dans les dernières heures pour boucler son arrivée. L'idée de la direction c'est de remplacer Danjuma qui est annoncé avec insistance du côté de Lyon, mais à voir si ça va se confirmer. D'après la tribune olympienne, la piste est toujours d'actualité pour Benrahma à l'OM, le joueur est très intéressé à l'idée de venir comme on l'a souvent répété. West Ham pourrait maintenant accepter un prêt avec option d'achat, mais ça peut coincer sur la prise en charge du salaire. Concernant Giovanni Reina, la tribune olympienne explique que le joueur n'a pas donné de signaux très positifs sur les dernières heures. Fabrizio Romano expliquait lui que le Nottingham Forest négocie actuellement avec l'entourage du joueur. À voir maintenant quel sera le choix de Reina. Concernant Vitinha qui sort d'un match très difficile face à Monaco avec un énorme raté qui on peut le dire nous coûte 2 points samedi soir, Gianluca Di Marzio et Luca Bendoni annonçaient aujourd'hui que l'OM discutait avec le Genoa pour Vitinha. Par la même occasion, le club italien voulait en profiter pour faire une double opération avec Malinowski. Longoria a confirmé en conférence de presse que des négociations étaient en cours avec le Genoa, mais en précisant qu'ils n'accepteront pas un prêt sec. Par la suite, la bombe est sortie dans la soirée. Di Marzio a confirmé que Vitinha était attendu à Gênes ce mardi pour finaliser son transfert. C'est un prêt avec option d'achat non obligatoire de 25 millions d'euros, et par la même occasion, Malinowski sera vendu pour 7 millions d'euros dès maintenant, alors que son option d'achat était initialement de 10 millions. Fabrizio Romano a confirmé l'information en expliquant que les derniers détails du deal sont en train d'être réglés. C'est une belle somme pour Vitinha, mais ça laisse de l'incertitude puisqu'elle n'est pas obligatoire, le transfert n'est pas garanti, l'intérêt c'est d'économiser son salaire sur les 6 prochains mois, et de lui permettre de se relancer ailleurs pour qu'il ne perde pas de valeur. Ça va dépendre de ses prestations, il sera en concurrence avec Retegui et Gudmundsson, même si l'Islandais pourrait partir dans les dernières heures. En tout cas, personnellement, Vitinha, ça restera
une très grande déception par rapport à ce qu'il a montré à Braga. Comme beaucoup, j'ai placé de grands espoirs en lui et j'aurais vraiment aimé qu'il réussisse à Marseille, sincèrement. Pour autant, la situation serait devenue de plus en plus compliquée pour lui, son gros raté a marqué les esprits, il s'ajoute à une longue liste depuis son arrivée et je pense qu'on était quand même nombreux à être de plus en plus impatients. C'est un avant-centre, un poste où on a besoin de confiance et au lieu d'en engranger, il s'enfonce encore un petit peu plus à chaque match. Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde, pour le club comme pour lui. On termine maintenant cet épisode par un focus sur une nouvelle piste offensive qui a été évoquée dimanche soir par la tribune olympienne. D'après eux, l'OM pourrait passer à l'offensive pour Ludovic Blas dans le cas où les pistes Benrahma et Reina n'aboutissaient pas. Une piste qui a été validée par Benassia et Longoria, à tel point qu'une offre de 10 millions hors bonus pourrait arriver sur la table des dirigeants rennais. Il pourrait être ouvert à un départ mais demanderait 15 millions d'euros pour le laisser partir. A voir si ça ira plus loin, mais Ludovic Blas c'est un joueur de qualité dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Son temps de jeu a été un peu réduit depuis l'arrivée de Stéphane, mais c'est un profil intéressant. Il peut jouer milieu offensif, sur l'aile droite, avec aussi quelques matchs disputés comme milieu de terrain dans sa carrière. On imagine que ça ne pourra se faire qu'en cas de départ d'Ismail Assar ou de Vitinha, peut-être même des deux selon comment ça va évoluer, mais Blas c'est une piste qui a du sens puisque ça rentre dans les critères recherchés par Benassia et Longoria, c'est-à-dire un joueur qui connaît bien le championnat et qui parle français. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos et plus globalement des dernières infos sur l'Olympique de Marseille. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Vitinha dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.